Il pensait qu'elle était une personne nulle. Il pensait qu'elle était juste la silencieuse femme rejetée de Richard Sterling, destinée à s'estomper dans la pauvreté pendant qu'il affichait sa maîtresse et ses millions. Mais ils firent une erreur fatale. Ils confondirent le silence avec la faiblesse. Quand Clara Sterling signa ses papiers de divorce avec 0 demande, pas de pension alimentaire, pas d'actifs, rien, son mari rit. Il ne savait pas que la femme debout sous la pluie ne perdait pas une fortune. Elle retournait à une. Avance rapide de 3 semaines au silence brisé d'une salle d'audience bondée. Le rugissement d'un moteur Gulfstream G650 AR coupant à travers le ciel et une entrée qui ferait trembler le monde. Ce n'est pas juste une histoire de divorce, c'est un règlement de compte. La pluie à Seattle ne tomba pas juste. Elle martela contre le verre du sol au plafond du penthouse comme une accusation. À l'intérieur du vaste salon du domaine Sterling, l'air était plus froid que la tempête dehors. Richard Sterling était assis sur le canapé en cuir italien, sa posture détendue, presque ennuyée. Il vérifia sa montre PEC-FIPE, un subtil signe d'impatience. Debout derrière lui, avec une main reposant possessivement sur son épaule, était Jessica, son assistante exécutive. Bien que les tabloïds lui avaient déjà donné un titre moins professionnel, elle portait un bracelet de tennis en diamant que Clara reconnut. C'était un cadeau d'anniversaire il y a 3 ans. En face d'eux était assise Clara. Elle paraissait petite dans le fauteuil surdimensionné, ses mains pliées proprement sur ses genoux. Elle ne portait aucun bijou. Son visage était pâle, dépourvu de maquillage. Ses cheveux foncés tirés en arrière en un chignon sévère. Pratique. Pour Richard, elle ressemblait exactement à ce qu'il croyait qu'elle était. Une femme simple, quelconque qu'il avait tirée de l'obscurité il y a 5 ans, maintenant dépassé sa date de péremption. « Ne rendons pas cela difficile, Clara, » dit Richard, faisant glisser l'épaisse pile de documents sur la table basse en acajou. « Les termes sont clairs. L'accord prénuptial tient. Tu obtiens la somme forfaitaire sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. 50 000 $, assez pour recommencer là d'où tu viens. Kentucky, Ohio. Iowa, dit doucement Clara. Sa voix était stable, ne trahissant rien. Exact. Iowa. Richard sourit d'un air suffisant, échangeant un regard avec Jessica. Jessica réprima un petit rire, traçant un doigt le long du col de Richard. Tu quittes la maison d'ici demain matin. Les voitures, les bijoux, les comptes, il reste. Tu as signé le contrat de mariage, Clara. Mes avocats, des poids lourds de Sullivan et Cromwell, se sont assurés qu'il est blindé. Si tu essayes de combattre cela, je t'enterrerai sous les frais juridiques jusqu'à ce que tu vives dans une boîte en carton. Clara regarda les papiers. L'entête lisait Sterling C. Sterling demanda la dissolution du mariage. C'était un document brutal. Il la dépouilla de tout. Il la dépeignait comme une dépendante, une sanguesue qui n'avait rien contribué à la montée de Sterling Dynamics, l'empire technologique de Richard. « Tu me laisses avec rien, » déclara Clara. Ce n'était pas une question, c'était une clarification. « Je te laisse avec ta liberté. » Richard compta son ton durcissant. « Et 100 000, ce qui est 100 000 de plus que tu avais quand je t'ai trouvé en train de servir des tables. » « Ne sois pas avide, Clara. Cela ne te convient pas. » Jessica intervint sa voix, aiguë et sucrée entrelacée de venin. « Richard est généreux, chérie. Tu devrais juste signer. Imagine l'embarras d'un procès. Tout le monde sachant que tu ne pouvais pas garder un homme comme lui. » Clara leva lentement son regard. Pour la première fois, elle regarda directement Jessica. Ses yeux étaient d'un bleu glacial saisissant, un détail que Richard ignorait habituellement. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, Jessica tressaillit. Il y avait quelque chose d'ancien et de dangereux derrière ce regard, comme un requin faisant surface dans des eaux calmes. Mais ensuite, le regard était parti. Clara tendit la main dans son sac à main. Richard se tendit. Il s'attendait à une scène. Cris, pleurs.
Peut-être qu'elle jetterait d'un vase. Il avait son équipe de sécurité en attente dans le couloir, prête à l'escorter dehors au moment où elle deviendrait hystérique. Il voulait qu'elle soit hystérique. Cela validerait tout ce qu'il avait dit à ses amis qu'elle était instable, collante, indigne du nom Sterling. Au lieu de cela, Clara a sorti un simple stylo noir. Elle ne lut pas les clauses. Elle ne demanda pas d'avocat. Elle ne demanda pas à propos du chien ou de la maison d'été dans les Hamptons ou des actions. Elle tourna à la dernière page. Grattement, grattement, elle signa son nom. Clara A. Sterling. Puis elle ferma le dossier et le repoussa vers lui. La pièce devint silencieuse. Le seul son était la pluie et le bourdonnement lointain du contrôle climatique du penthouse. Richard cligna des yeux, stupéfait. Il fronça les sourcils, regardant la signature, puis de nouveau elle. Vous l'avez signé? Oui, dit Clara, se levant. Elle lissa sa simple jupe grise. C'est tout? Richard sentit une poussée de colère irrationnelle. C'était trop facile. Il avait préparé un discours sur son insuffisance. Il s'était préparé à la détruire. Sa conformité lui semblait une insulte. Vous comprenez ce que cela signifie? Vous sortez d'ici avec les vêtements sur votre dos. Pas de pension alimentaire, pas d'accès aux cercles sociaux. Vous êtes personne nulle encore. Je comprends parfaitement, Richard, dit Clara. Elle se tourna vers la porte. J'aurai mes affaires emballées dans l'heure. Vous avez 1 heure. Richard claqua, essayant de reprendre le contrôle du récit. La sécurité vérifiera vos sacs. Assurez-vous que vous ne volez pas l'argenterie. Clara s'arrêta dans l'embrasure. Elle ne se retourna pas. Garde l'argenterie, Richard. C'est plaqué de toute façon. Puis elle sortit. Richard fixa l'embrasure vide, son visage rougissant. Plaqué cette ingrate. Laisse-la partir, bébé. Jessica roucoula, saisissant son bras. Elle est sous le choc. Elle va probablement aller pleurer dans sa vieille Honda. Tu as gagné, Richard. Tu es libre. Richard regarda les papiers signés. Il en avait un. Il avait gardé sa fortune, sa compagnie et sa réputation intacte. Alors pourquoi sentait-il un froid nœud de terreur se former dans son estomac? Pourquoi son silence semblait-il plus fort qu'un cri? À l'étage dans la chambre principale qui n'était plus la sienne. Clara se déplaça avec une précision militaire. Elle n'emballa pas de vêtements. Elle n'emballa pas les sacs de créateurs que Richard lui avait achetés pour des séances photos. Elle ouvrit l'arrière de son placard, atteignit un espace évidé derrière le placoplâtre, un espace que Richard n'avait jamais su exister, et tira une petite sacoche en cuir abîmé. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, un passeport avec un nom différent, un téléphone jetable et une carte en titane noir sans numéro, seulement un unique blason estampé d'un Vulcan. Elle vérifia le téléphone. Un message non lu. Expéditeur protocole 0. Message. Le jet est à Teterboro. Êtes-vous active? Les doigts de Clara planèrent au-dessus de l'écran. Elle regarda autour de la pièce le luxe froid qui avait été sa prison pendant 5 ans. Elle pensa au visage suffisant de Richard. Elle pensa aux 50 000 $. Elle tapa un seul mot, active. Elle attrapa la sacoche et sortit du manoir Sterling sous la pluie battante. Elle n'appela pas un Uber. Elle marcha 2 pâtés de maison jusqu'au coin de la 5e et Main, où un Cadillac Escalade noirci tournait au ralenti. Le chauffeur, un homme de la taille d'un linebacker avec une cicatrice descendant sa joue, sortit immédiatement. Il tint un parapluie au-dessus d'elle, la protégeant de l'averse. « Bienvenue de retour, madame », dit-il sa voix, un grondement profond de respect. « Monsieur Kane attend. Emmenez-moi à l'aéroport, Harris », dit Clara, sa voix abandonnant le timbre doux et soumis qu'elle avait utilisé pendant 5 ans. C'était maintenant coupant, commandant la voix d'une femme qui possédait les pièces avant même d'y entrer. Et Harris, oui, madame appelée l'équipe légale à Zurich. Richard pense que le divorce est terminé. Dites-leur que je suis sur le point de redéfinir le mot règlement. Dur.
Richard Sterling célébra son divorce de la manière dont il faisait tout le reste bruyamment et chèrement. 3 jours après le départ de Clara Hara, il organisa une fête de la liberté sur son super yacht de 200 pieds. Le Titan amarré dans le port, le champagne coula comme de l'eau, cristal naturellement. La musique battait des basses assez lourdes pour faire vibrer le sternum, alors que l'élite de Seattle se mêlait aux mannequins et aux investisseurs technologiques. Jessica était la pièce maîtresse drapée dans une robe Versace rouge, jouant le rôle de la future Madame Sterling à la perfection. Richard tenait un verre de scotch penché contre la rambarde écoutant Arthur Pendleton, son conseiller juridique en chef. Arthur était un homme qui facturait 1500 $ de l'heure pour détruire des vies, et il avait l'air inquiet. « Détends-toi, Arthur. » Richard rit, tapant l'homme plus âgé dans le dos. « Elle a signé 6 vêtements. Pourquoi tu as l'air comme si quelqu'un avait tiré sur ton chien? » Arthur ajusta ses lunettes. « Ce sont les comptes bancaires, Richard. » Richard fronça les sourcils. « Qu'en est-il d'eux? A-t-elle essayé de retirer plus que les 50 000 que je t'ai dit de signaler? » « Non, dit Arthur baissant la voix. C'est juste ça. Elle n'a pas touché les 50 000. Elle n'a rien touché. Nous avons suivi son numéro de sécurité sociale. Aucune demande de location d'appartement, aucune utilisation de carte de crédit, aucune réservation de vol, rien. » Richard ricana. « Alors, elle est probablement en train de s'écraser sur le canapé d'un ami en Iowa, payant en espèces des chambres de motel bon marché. Elle est humiliée, Arthur. Elle se cache. » « Ce n'est pas juste ça, insista Arthur. J'ai effectué une vérification de responsabilité post-séparation standard juste pour m'assurer qu'elle n'accumulait pas de dettes secrètes pour lesquelles nous serions tenus responsables. » « Richard, elle n'existe pas. » La musique semblait s'estomper en arrière-plan. « De quoi diable parles-tu? »« Clara Hara Davenport de l'Iowa, » dit Arthur, ouvrant un dossier sur sa tablette. « Certificat de naissance. C'est une falsification magistrale, mais c'est une falsification. Dossier de lycée. Il mène à une école qui a brûlé en 1948. Le diplôme universitaire qu'elle prétendait avoir, le registraire n'a aucune trace d'elle. La femme avec qui tu étais marié pendant 5 ans. Sur le papier, elle est un fantôme. » Richard sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise marine. Il se souvint de la nuit où il l'avait rencontrée. Il avait été dans un restaurant à Chicago tard, après une affaire qui avait mal tourné. Elle était la serveuse, silencieuse, observatrice. Elle avait renversé du café sur lui et il l'avait charmé. Il aimait qu'elle ne sache pas qui il était. Il aimait qu'elle soit une ardoise vierge qu'il pouvait mouler. « C'est une arnaqueuse, » Richard siffla, sa prise se resserrant sur le verre. « Elle m'a joué. C'est pourquoi elle a signé si vite. Elle ne voulait pas que nous fouillions. Si elle est une arnaqueuse, fit remarquer Arthur, c'est de la pire de l'histoire. Elle est partie avec rien. Les arnaqueurs ne font pas ça. Ils te prennent pour la moitié. » « Alors qu'est-elle? »« Je ne sais pas, » dit Arthur d'un air sombre. « Mais mes contacts à l'agence de renseignement privé ont dit que quand ils ont analysé ses données biométriques de son ancienne photo de passeport, le système a signalé un blocage de sécurité de niveau 5. C'est niveau Pentagone Richard ou plus haut. Quelqu'un de très puissant a effacé son passé. » Richard regarda l'eau sombre. L'arrogance qu'il alimentait habituellement crépitait. Il n'aimait pas les inconnus. Il détruisait les concurrents parce qu'il connaissait leurs faiblesses. Il ne savait rien de la femme qui avait dormi dans son lit pendant 5 ans. « Trouvez-la, » commanda Richard. « Je me fiche de ce que ça coûte. Engagez des enquêteurs privés. Traquez son téléphone. Si elle a menti sur son identité, cela annule le contrat de mariage d'une mauvaise manière. Je peux la poursuivre pour fraude. Je peux récupérer les 50 000. Je veux qu'elle soit détruite, Arthur. Je la veux en prison. À 3000 miles de distance dans un hangar privé à l'aéroport de travail à Paris. » Clara Hara était assise dans un fauteuil en velours à bord d'un jet qui faisait ressembler le Titan de Richard à une annexe. L'intérieur de l'avion était doublé d'acajou rare et de cuir crème.
Il n'y avait pas de nom de marque placardé partout, juste une opulence tranquille et suffocante. Assis en face d'elle était Sébastien Quin. Sébastien était un homme qui apparaissait rarement sur les listes Forbes, principalement parce qu'il payait des personnes très chères pour garder son nom hors d'elle. Il contrôlait les routes maritimes, les mines de terres rares, et la rumeur disait plusieurs petits gouvernements. Il était dans la cinquantaine aux cheveux argentés, impeccablement vêtu d'un costume Savile Row, sirotant un espresso. « Tu as l'air fatigué, Clara », dit Sébastien doucement. « J'ai joué une femme au foyer pendant 5 ans, oncle. » Clara répondit, enlevant ses talons et repliant ses jambes sous elle. « Sais-tu à quel point il est épuisant de prétendre que Richard Sterling est la personne la plus intelligente de la pièce? Je mérite un Oscar. » Sébastien gloussa. La mission était nécessaire. Sterling Dynamics développait la clé de cryptage que le cartel essayait d'acheter. Nous avions besoin d'yeux à l'intérieur pour s'assurer que la technologie ne tombait pas entre de mauvaises mains. Tu as fait ton travail. La technologie est sécurisée. La menace est neutralisée. Tu aurais pu juste t'en aller. Je me suis en allé, dit Clara, fixant les nuages par la fenêtre. Mais il était cruel, Sébastien. Ce n'était pas juste la tromperie. C'était de la façon dont il me regardait, comme si j'étais de la terre, comme si j'étais jetable. Sébastien posa sa tasse, ses yeux, habituellement chaleureux en regardant sa nièce préférée, devinrent durs. Et maintenant, il essaie de te chasser. Mon équipe de sécurité a intercepté une requête d'un cabinet de détectives privés à Seattle. Il creuse dans l'alias Davenport. Clara sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Laissez-les creuser. Ils ne trouveront que ce que nous voulons qu'ils trouvent. Il a déposé une motion, Sébastien continua, faisant glisser un mémoire juridique sur la table. Il te poursuit pour fraude. Il veut te traîner de nouveau au tribunal à Seattle. Il prétend que tu as falsifié ton identité pour l'épouser, ce qui constitue une fraude matrimoniale. Il veut t'humilier publiquement pour protéger le prix de ses actions. Clara ramassa le document. Richard n'était pas satisfait de son départ. Il voulait faire d'elle un exemple. Il voulait la parader à travers le système judiciaire comme une menteuse et d'une voleuse. Il veut une date d'audience, demanda Clara. Mardi prochain, Cour supérieure de Washington, juge Holloway, président. Holloway joue au golf avec Richard. Clara rit. C'était un son sombre, riche. Il pense qu'il convoque une serveuse nommée Clara Davenport. Il pense qu'il va écraser une femme sans défense qui ne peut pas se permettre un avocat. Elle se leva et marcha vers le miroir sur la paroi de la cabine. Elle regarda son reflet. La femme au foyer soumise était partie. À sa place était Clara Kane, héritière du consortium Kane, une femme éduquée au Saon et entraînée par des agents du Mossad, une femme qui gérait des fonds spéculatifs de milliards de dollars avant le petit déjeuner. « Fais demi-tour avec l'avion, Sébastien, » dit Clara. Sébastien leva un sourcil. « Vers où? »« Seattle, » dit Clara, se tournant vers lui avec un sourire fural. « Richard veut son jour au tribunal. Je le lui donnerai. Mais je n'y vais pas en tant que Clara Davenport. Et je n'y vais certainement pas en silence. »« Tu vas te révéler? » Sébastien demanda. « Cela brise le protocole. La mission est terminée. » Clara dit, se versant un verre de Dom Perrin Vintage. « Maintenant, c'est personnel. Il voulait un spectacle. Donnons-lui un spectacle. » Elle prit d'une gorgée, ses yeux lançant des éclairs. « Appelle la famille, Sébastien. Appelle le conseil. Je veux tout le monde là. Je veux le convoi. Je veux la presse. Et procure-moi le meilleur avocat de divorce du monde. Non pas pour me défendre, mais pour l'éviscérer. » Sébastien sourit, sortant son téléphone. « J'appellerai Lady Sterling à Londres. Elle meurt d'envie de porter son nouveau chapeau. » Clara regarda par la fenêtre alors que le jet commençait à s'incliner, s'éloignant de la sécurité de l'Europe et retournant vers la tempête à Seattle. Richard Sterling voulait une guerre, elle murmura au verre. Il a juste oublié de vérifier qui il combattait.
La semaine précédant la date d'audience fut une masterclass en manipulation médiatique. Richard Sterling, utilisant ses connexions avec les conglomérats qui possédaient les grands tabloïds, peignit un portrait d'un génie victimisé. Les gros titres étaient brutaux, de serveuse à démolisseuse. Comment Clara Davenport a dupé le magnat de la technologie Richard Sterling? Le règlement de 50 000 $. La femme en fuite a-t-elle volé des secrets d'entreprise? Richard était assis dans son bureau d'angle à Sterling Dynamics, surplombant la ligne d'horizon de Seattle. Il fit défiler les commentaires sur un article du New York Post. Ils étaient vicieux. Le public la haïssait. Ils virent une femme qui avait piégé un milliardaire et s'était enfuie quand le contrat de mariage n'avait pas payé. C'est tendance, Richard, dit Jessica, arpentant le bureau dans une paire de loups-boutons qui coûtait plus que le chèque de licenciement supposé de Clara. Tout le monde est de ton côté. Même les blogs féministes la traitent d'échec pour le mouvement pour être si soumise. Richard se pencha en arrière, satisfait. Ce n'est pas assez de gagner Jessica. Je dois m'assurer qu'elle ne pourra plus jamais montrer son visage dans cette ville. Si elle essaie d'obtenir un emploi chez Starbucks, je veux que le gérant la reconnaisse et montre la porte. Mais assis en face de lui, Arthur Pendleton transpirait. L'avocat expérimenté essuyait son front avec un mouchoir, sa pile de dossiers tremblant légèrement. « Richard, s'il te plaît, écoute-moi. » Arthur plaida. « Nous avons reçu une notification du clerc du tribunal ce matin. La défenderesse Clara est remplacée son conseiller juridique. » Richard rit. « Remplacé par qui? Un défenseur public. A-t-elle trouvé un avocat de centre commercial qui accepte les coupons? » « Non, Arthur murmura. Elle a retenu le cabinet de Hale Sterling et Roth. » Richard se figea. Le rire mourut dans sa gorge. Hale Sterling et Roth. C'est un cabinet de Londres. Ils représentent la couronne, ils représentent des États pétroliers. Ils ne prennent pas de cas de divorce à Seattle. Ils ont pris celui-ci, dit Arthur, sa voix sombre. Spécifiquement, Dominic Hale arrive en avion. Dominic Hale. Richard se leva, son visage perdant sa couleur. Dominic Hale n'était pas juste un avocat, c'était un prédateur en costume 3 pièces. Il était connu comme le boucher du Bailey. Il avait notoirement mis en faillite un oligarque russe en un seul après-midi pour un litige maritime. Comment diable Clara peut-elle se permettre Dominic Hale, son honoraire est d'1 demi-million de dollars, juste pour décrocher le téléphone? Je ne sais pas, Arthur admit. Mais il y a plus. J'ai essayé de citer à comparaître ses dossiers financiers à nouveau. La demande fut bloquée. Non pas par un juge, Richard, par le département d'État. Le département d'État. Richard claqua sa main sur le bureau. C'est une serveuse de l'Iowa. Que se passe-t-il? Je pense, dit Arthur, se levant et attrapant sa mallette, que nous avons frappé un nid de frelons. Je suggère fortement que nous abandonnions la poursuite pour fraude. Laisse-la partir. Donne-lui les 50 000 et va-t'en. Jamais. Richard grogna. Richard, elle bluffe. Elle a probablement trouvé une échappatoire de cas caritatif pro bono. Je suis Richard Sterling. J'ai construit cette ville. Je ne fuis pas une femme qui achète ses chaussures chez Target. Nous allons au tribunal mardi et nous l'écrasons. Pendant ce temps, tout le 45e étage du Four Seasons Seattle avait été réservé sous une société écran. La sécurité était stricte. 2 hommes en costume sombre se tenaient près des ascenseurs, oreillettes câblées, vérifiant l'identité de chaque membre du personnel d'entretien qui s'approchait. À l'intérieur de la suite présidentielle, l'atmosphère était calme, presque chirurgicale. Clara se tenait sur un podium au centre du salon. Une équipe de 3 tailleurs se déplaçait autour d'elle, épingle dans la bouche, ajustant l'ourlet d'une robe bleu marine. Ce n'était pas flashy. C'était structuré, sévère et rayonnait le pouvoir. C'était une pièce Dior vintage modifiée pour la silhouette moderne. Sébastien Kane était assis sur le canapé regardant les nouvelles sur une télévision à écran plat muette. Il te traite de fraudeuse à la télévision en direct.
Sébastien nota, gesticulant vers l'écran, où Richard donnait une interview réticente à un présentateur de nouvelles locales. Il n'a pas tort, dit Clara, vérifiant son reflet. J'étais une fraude. Clara Sterling était un mensonge. Je me prépare juste à lui dire la vérité. La porte de la suite s'ouvrit et un homme entra. Il était grand avec des cheveux poivre et sel et un visage qui semblait avoir été taillé dans le granit. Il portait un costume qui coûtait plus que la voiture de Richard. C'était Dominic Hale. Les papiers sont déposés. Madame, dit Dominic, son accent britannique sec. Nous avons demandé un rejet des accusations de fraude et nous avons déposé une contre-poursuite. Sur quel motif? Clara demanda, descendant du podium. Dominic sourit d'une expression terrifiante de requin. Diffamation, détresse émotionnelle et mon préféré personnel, une motion pour annuler l'accord prénuptial basé sur une fausse déclaration grossière d'actifs. Clara haussa un sourcil. Richard ne cachait pas d'actifs. Il adore les montrer. Il ne les a pas cachés de vous, Dominic corrigea. Il les a cachés de l'IRS. Mon équipe a fait une plongée profonde dans les avoirs offshore de Sterling Dynamics au Cayman. Il semble que Richard a siphonné les profits de l'entreprise vers des comptes personnels pour éviter les impôts. Environ 40 millions de dollars, Sébastien laissa échapper un sifflement bas. Négligent. Extrêmement. Dominic acquiesça. Nous n'allons pas juste le battre au tribunal de divorce, Clara. Au moment où nous quitterons cette pièce, il sera sous enquête fédérale. Nous allons le dépouiller jusqu'à l'os. Clara marcha vers la fenêtre. La pluie tombait toujours. Quelque part là-dehors, Richard portait un toast à sa victoire, complètement inconscient que la lame de la guillotine tombait déjà. « Je ne veux pas son argent, » dit doucement Clara. « J'ai assez d'argent pour acheter sa compagnie 10 fois. »« Alors que voulez-vous » Dominic demanda. Clara se tourna. Ses yeux bleus étaient froids, dépourvus de la chaleur que Richard avait autrefois prétendu aimer. « Je veux sa fierté, » dit-elle. « Je veux qu'il sache que le personne nulle qui l'a jeté était la seule chose qui le gardait en sécurité. » Mardi matin arriva avec une averse torrentielle convenant à l'ambiance à Seattle. La cour supérieure du comté de King était un zoo. Richard avait divulgué la date d'audience à la presse. Il y avait des camions satellites de CNN, Fox et TMZ garés le long du trottoir. Une foule de badauds s'était rassemblée tenant des parapluies, impatients de voir le milliardaire de la technologie abattre son ex-femme chercheuse d'or. À 8h05 du matin, un convoi de 3 berlines Mercedes Classe S argentées s'arrêta. Richard Sterling sortit de la voiture du milieu. Il paraissait impeccable dans un costume Tom Ford anthracite. Il fit signe aux caméras, affichant un sourire entraîné et triste. Jessica était à ses côtés, vêtue d'un modeste costume crème, jouant le rôle de la partenaire de soutien. Elle serra son bras, regardant autour d'elle nerveusement les lumières clignotantes. « Monsieur Sterling, est-il vrai qu'elle a volé des secrets d'entreprise ?» Un reporter cria. « Je ne peux pas commenter une litige active, » dit Richard. Sa voix projetait parfaitement pour les microphones. « Je veux juste la justice. Je veux avancer dans ma vie et protéger ma compagnie des mauvais acteurs. » Il monta les marches du palais de justice, Arthur le suivant comme un entrepreneur de pompes funèbres. À l'intérieur de la salle d'audience, la galerie était bondée. Richard prit place à la table du plaignant. Il vérifia sa montre. 8h55 du matin. « Elle est en retard, » Richard murmura à Arthur. « Typique. Elle est probablement coincée dans les embouteillages dans sa Honda. » « Le juge n'aimera pas ça, » Arthur marmonna, organisant ses dossiers. 8h58 du matin. Soudain, les lourdes portes en chaîne à l'arrière de la salle d'audience ne s'ouvrirent pas. Elles ne balancèrent pas. Une vibration sembla traverser le bâtiment. Dehors, les reporters qui rangèrent leur équipement s'arrêtèrent. Un grondement sourd devenait plus fort, couvrant le trafic urbain. Ce n'était pas une voiture. C'était le martèlement rythmique distinct des Reuters. « C'est un hélicoptère ?» Un caméraman demanda, pointant vers le haut. Un massif Sikorsky S-76 bimoteur
noir sans numéro d'immatriculation visible sur le côté, juste un petit blason de foulcan doré s'inclina brusquement au-dessus des rues de la ville. Il ignora les trajectoires de vol standard. Il descendit agressivement vers la large place devant le palais de justice. Les policiers au sol se bousculèrent. Ce n'était pas autorisé, mais alors qu'ils atteignaient leur radio, une voix coupa à travers la bande de police. « Retirez-vous. Ceci est transport diplomatique Alpha 1. Code de dégagement Indigo 0 X-Ray. N'approchez pas la zone d'atterrissage. » L'hélicoptère atterrit au milieu de la place publique. Le souffle des rotors soufflant les parapluies à l'envers et envoyant les équipes de presse se précipiter pour se couvrir. Richard, entendant le remue-ménage dehors, fronça les sourcils. Quel est ce bruit? Avant qu'Arthur ne puisse répondre, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec fracas. Mais ce n'était pas Clara. 6 hommes en combinaison tactiques noires entrèrent. Ils portaient des oreillettes et se déplaçaient avec la fluidité synchronisée des forces spéciales. Ils ne regardèrent pas le juge. Ils ne regardèrent pas le bailiff. Ils prirent une position le long de l'allée et à l'avant du barreau. Juge Holloway frappa son gavel. « Quel est le sens de ceci? Vous ne pouvez pas apporter d'armes ici. » Bailiff, le bailiff! Un homme plus âgé s'avança mais fut arrêté par un des hommes en costume qui tint simplement un badge. Le bailiff se figea, ses yeux s'écarquillant. Il regarda le juge et articula un mot. « Fédéral ». Puis le silence tomba du couloir. Le cliquetis des talons résonna. Clic, clic, clic. C'était un rythme lent, délibéré. Clara apparut dans l'embrasure. Richard se tourna dans sa chaise, un sourire narquois près sur ses lèvres. Il se prépara à voir la femme brisée. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. La femme dans l'embrasure était Clara, mais ce n'était pas sa Clara. Elle portait la robe d'Ashore marine qui serrait son corps comme une armure. Sur ses épaules était un manteau en cachemire blanc qui semblait coûter plus que la maison américaine moyenne. Elle portait des lunettes de soleil noires surdimensionnées qu'elle retira lentement en entrant dans la pièce. Ses cheveux n'étaient plus en chignons désordonnés. C'était une cascade élégante et brillante le long de son dos, mais ce furent des bijoux qui firent que l'air quitta la pièce. Autour de son cou se trouvait le leg can, un collier de saphir et de diamants qui avait été vu pour la dernière fois dans un musée à Vienne. Il étincelait sous les lumières dures de la salle d'audience un feu bleu froid. Derrière elle marchait Dominic Hale, portant une mince maillette en cuir. Derrière lui marchait Sebastian Kahn. Clara ne regarda pas la galerie. Elle ne regarda pas la presse qui s'était faufilée à l'arrière. Elle marcha le long de l'allée centrale, son regard fixé droit devant. En passant devant la table de Richard, le parfum de son parfum le frappa. Ce n'était pas le spray vanille de pharmacie qu'elle portait habituellement. C'était Ouhou et Rose rare, un mélange personnalisé qu'il avait une fois senti sur une princesse saoudienne lors d'un voyage d'affaires. Elle s'arrêta à la table de la défenderesse. Dominic tira sa chaise. Elle s'assit croisant ses jambes et plaça un objet singulier sur la table, la carte en titane noir avec le blason de Falcon. Richard sentit une sueur froide éclater sur son dos. Il regarda Arthur. Arthur était pâle comme un drap, fixant Dominic Hale. « C'est Dominic Hale », Arthur couina. « Richard, c'est le boucher. » Juge Holloway, se remettant du choc des gardes armés, s'éclaircit la gorge. Il regarda la femme devant lui, puis son rôle. « Déclarez votre nom pour le procès-verbal. » Clara ne se leva pas. Elle ajusta le microphone, se penchant légèrement. « Clara Kane, dit-elle. » Sa voix était plus profonde, plus riche. Anciennement Sterling, actuellement la présidente du consortium Kane. La salle d'audience à l'état. Un murmure ondula à travers la galerie. « Kane, quelqu'un murmura. Comme Kane Shipping. L'empire logistique mondial. » Richard cligna des yeux. « Kane, non. C'est impossible. Son nom est Davenport. » Monsieur Sterling, le juge claqua. Silence. Dominic Hale se leva,
boutonnant sa veste. Votre honneur, nous sommes ici pour aborder la motion frivole de fraude portée par le plaignant. Mais d'abord, nous aimerions soumettre des preuves que le plaignant, M. Sterling, ne possède pas réellement la capacité financière pour poursuivre ma cliente. Excusez-moi. Richard se leva, ignorant l'attraction d'Arthur sur sa manche. Je vaux 2 milliards de dollars. Dominique sourit. Il ramassa un document de sa maillette. Correction, dit Dominique doucement. À 9h30 ce matin, il y a 3 minutes, le consortium Kane a acquis une participation majoritaire dans la dette de Sterling Dynamics. Nous avons effectivement exigé le remboursement de vos prêts, Monsieur Sterling. Techniquement parlant, ma cliente possède maintenant votre chaise, votre bureau et le costume dans lequel vous vous tenez. Le silence qui suivit fut absolu. Richard regarda Clara. Elle tourna lentement la tête, rencontrant ses yeux. Pour la première fois en 5 ans, il vit la vérité. Il n'était pas le requin. Il était l'appât. Clara lui offrit un petit sourire de pitié. « Je te l'ai dit, Richard, dit-elle doucement, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Tu aurais dû me laisser garder l'argenterie. Le silence dans la salle d'audience n'était pas le calme de la paix. C'était le vide avant une explosion. Richard Sterling resta figé, sa main à moitié levée en signe de protestation. Son esprit ne pouvait pas traiter les mots que Dominic Hale venait de prononcer. Participation contrôlante dans la dette exigence de remboursement des prêts. Cela sonnait comme du carabia. Sterling Dynamics était intouchable. Il était intouchable. C'est un seesaw absolu. Richard finalement crépita, son rire sonnant maniaque. Votre honneur, c'est un coup de peu, un tour de théâtre bon marché pour distraire du fait que cette femme est une fraude. Je veux qu'elle soit arrêtée pour parjure. Juge Holloway regarda les documents que Dominic avait placés sur le banc. Il ajusta ses lunettes, tournant une page, ses sourcils s'élevèrent vers sa ligne de cheveux. Il regarda le sceau sur les documents, l'incontestable gaufrage lourd de la Commission bancaire internationale. Monsieur Sterling, dit le juge, sa voix inhabituellement haute, je vous suggère de vous asseoir. Je ne m'assiérai pas, Richard cria, sa contenance se fracturant. Il pointa un doigt tremblant vers Clara. C'est une personne nue, une serveuse. Elle n'a pas l'argent pour acheter un café, encore moins de ma dette. Clara ne cligna pas des yeux. Elle tapota simplement son doigt sur la table en acajou. Tap, tap, Dominic Hale s'avança de nouveau. Monsieur Sterling opère sous l'illusion que sa compagnie est liquide. En réalité, Sterling Dynamics a utilisé ses actifs pour financer son style de vie extravagant. Les prêts étaient détenus par un consortium de banques à Zurich. Le consortium Kane acheta ses billets à 8h55 du matin. La clause 14B de l'accord de prêt stipule qu'en cas de changement de propriété de la dette, le nouveau détenteur peut exiger le remboursement immédiat du principal si l'emprunteur est jugé à risque élevé. Dominic se tourna vers Richard, son sourire affûté comme une lame de rasoir. « Nous vous jugeons à très haut risque, Richard. » Le téléphone de Richard vibra dans sa poche, puis de nouveau. Puis, il commença à vibrer continuellement. Il le sortit, ignorant le regard du baïf. Notification. Compte Bank of America gelé en raison d'actions de créanciers. Notification. Chase Sapphire, carte refusée. Texte de CFO Richard. Que se passe-t-il? Les comptes sont bloqués. La paie rebondit. Qui est Kane? Richard sentit le sang quitter son visage. Il regarda Arthur Pendleton. Son avocat tapait furieusement sur sa tablette, son visage gris. « C'est vrai, » Arthur murmura horrifié. « Ils ont mis un gage sur tout, Richard. Les comptes d'exploitation, la holding immobilière, même le yacht. Le yacht est dans une LLC. » Richard siffla. « Ils ont percé le voile corporatif, » dit Arthur, regardant Dominic avec un mélange de peur et d'admiration. « Ils ont prouvé le mélange de fonds. Richard, ils ont tout. » Clara se pencha de nouveau vers le microphone. La salle d'audience retint son souffle. « J'ai essayé de partir discrètement, Richard,
dit-elle, sa voix douce et dépourvue de colère, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Je t'ai offert une rupture nette, mais tu voulais un spectacle public. Tu voulais vérifier mes actifs. Elle fit un geste vers Dominic. Ma valeur nette est d'environ 40 milliards de dollars, dit Clara. Donner ou prendre les fluctuations du marché. Les 50 000 dollars que tu m'as offerts, j'ai dépensé plus que ça en carburant pour voler ici aujourd'hui. Un soupir ondula à travers la galerie. Les reporters à l'arrière tapaient furieusement sur leur téléphone. Le gros titre avait déjà changé. Femme serveuse révélée comme milliardaire secrète. Richard s'enfonça dans sa chaise. Il regarda Jessica. Elle fixait Clara, sa bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés. Elle ne regardait plus Richard avec adoration. Elle regardait la femme de l'autre côté de l'allée comme si elle était un dieu. Votre honneur, dit Dominic. Étant donné que le plaignant a déposé cette poursuite sous le faux prétexte que ma cliente était indigente et cherchait à le frauder pour de l'argent, qu'elle n'a clairement pas besoin, nous demandons un rejet immédiat avec préjudice. De plus, nous signifions à M. Sterling une contre-poursuite pour diffamation. Nous demanderons des dommages-intérêts. Dommages-intérêts? Richard croissa. Vous avez pris ma compagnie. Nous avons pris votre garantie. Dominic corrigea. La poursuite pour diffamation est personnelle. Nous demandons $1. C'est le principe, voyez-vous. Juge Alloway frappa son gavel. Affaire classée. Monsieur Sterling, mettez de l'ordre dans vos affaires et que Dieu vous aide. La salle d'audience éclata. Les reporters se précipitèrent en avant, criant des questions. Mademoiselle Kane, pourquoi avez-vous caché votre identité? Richard, êtes-vous en faillite? Est-il vrai que votre famille possède les lignes de shipping? Clara se leva. Les six gardes de sécurité formèrent immédiatement une phalange autour d'elle. Elle ne regarda pas Richard en arrière. Elle se tourna et marcha le long de l'allée, le manteau blanc flottant derrière elle comme une cape royale. Richard était assis seul à la table. Arthur emballait sa maillette avec une vitesse frénétique. « Où allez-vous? » Richard demanda, saisissant le bras d'Arthur. « Réparez cela, déposez une injonction. »« Je ne peux plus vous représenter, Richard, » dit Arthur, retirant son bras. « Mon cabinet a un conflit d'intérêts. »« Quel conflit? »« Nous représentons le consortium Kane à Londres, » dit Arthur, évitant ses yeux. « Nous ne savions pas que c'était elle. »« Je suis désolé, Richard. Vous êtes seul. » Arthur scured away, laissant Richard assis dans l'épave de sa vie. Il chercha Jessica. Elle se tenait près de la sortie, tapant sur son téléphone. « Jessica, » dit Richard, se levant sur des jambes tremblantes. « Nous devons partir. La presse fourmille. Amène la voiture. » Jessica leva les yeux. Ses yeux étaient froids. Elle ne bougea pas. La pluie avait cessé quand Richard quitta le palais de justice, mais la tempête était loin d'être terminée. Il se fraya un chemin à travers la foule de reporters, protégeant son visage avec sa veste de costume. Pas de commentaires, pas de commentaires. Il atteignit le trottoir où son convoi attendait. Mais les chauffeurs n'ouvraient pas les portes. En fait, les chauffeurs n'étaient pas là. Deux hommes dans salopette bleue attachaient des chaînes au pare-choc avant de sa Mercedes classe S. Une dépanneuse tournait au ralenti devant elle. « Hé! » Richard cria, courant en avant. « Que faites-vous? »« C'est ma voiture. » Un des chauffeurs de dépanneuse, un homme baraqué avec une cigarette pendant de sa lèvre, vérifia un presse-papier. « Ordre de reprise émis par Kane Financial Services. Défaut de paiement de loyer. » « Je ne loue pas, » Richard cria. « Je possède cette voiture. Dit ici, vous avez utilisé le titre comme garantie pour un prêt commercial l'année dernière. » Le chauffeur haussa les épaules. La banque a exigé le remboursement du prêt. « Clé, s'il vous plaît. » Richard le fixa. Il chercha autour les autres voitures. Elles étaient toutes en train d'être immobilisées ou accrochées à des camions. Il se retourna pour trouver Jessica. Elle se tenait sur le trottoir sous l'auvent du palais de justice restant au sec.
Elle tenait son téléphone, faisant défiler Instagram. Jessica, Richard hurla. Appelle un Uber. Ils prennent les voitures. Jessica leva les yeux. Elle descendit lentement les marches, attentive à ne pas mouiller ses talons dans les flaques. Elle s'arrêta à quelques pieds de lui. « Je ne peux pas faire ça, Richard, dit-elle. » Sa voix était différente. La douceur sucrée était partie, remplacée par une gêne nasale plate. « Que voulez-vous dire? Appelle juste une voiture. Je veux dire, dit Jessica, inspectant sa manucure, que ma carte de crédit était liée à votre compte d'entreprise. Et puisque c'est gelé, je suis fauché. C'est temporaire, Richard insista, la saisissant par les épaules. C'est une erreur bancaire. Je vais arranger ça. Nous irons au penthouse. J'ai de l'argent liquide dans le coffre. Jessica rit. C'était un son cruel, aigu. Elle secoua ses mains de ses épaules. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? » dit-elle, ricanant. « Je viens de voir les nouvelles, Richard. Tu n'as pas juste perdu la compagnie. Tu as perdu la femme. Sais-tu qui est Clara Arrakane? Elle est de la royauté, et tu l'as traitée comme si elle était laide. Elle m'a trompé, Richard cria. Elle a menti. Elle t'a testé. Jessica corrigea. Et tu as échoué durement. Elle fit un pas en arrière. Un SUV noir s'arrêta au trottoir et Uber Black. « Où vas-tu? » Richard demanda, la panique montant dans sa poitrine. « Tu viens avec moi. Vers où? » Jessica demanda. « Le penthouse. Le portier vient de me texter. Les serrures ont été changées. La direction de l'immeuble a été informée de la saisie. » Elle ouvrit la porte de l'Uber. « Jessica, attends. Je t'aime. » Richard était désespéré maintenant, s'accrochant à des pailles. « Nous pouvons traverser ça. » Jessica marqua une pause. Elle le regarda. Vraiment. Le regarda pour la première fois sans le filtre de son argent. Elle vit un homme transpirant, chauve dans un costume qui était soudain trop grand pour lui. « Tu ne m'aimes pas, Richard, dit-elle. Tu aimais que je te fasse sentir grand, mais tu as l'air vraiment petit dans ce moment. » Elle monta dans la voiture. « Attends, Richard se jeta vers la porte. Donne-moi en arrière le bracelet. Le bracelet de tennis. Il vaut 50 000. » Jessica baissa la vitre juste d'un pouce. Elle leva son poignet, faisant étinceler les diamants. « Considère-le comme une indemnité de départ, dit-elle. » La vitre remonta et la voiture s'éloigna à toute vitesse, éclaboussant de l'eau sale de flaque sur les chaussures en cuir italien de Richard. Richard se tenait seul sur le trottoir. Les reporters avaient obtenu leur cliché et perdaient de l'intérêt. Passant à éditer leur séquence, la dépanneuse traîna sa Mercedes loin avec un crissement de pneus. Il tapota ses poches, portefeuille, téléphone. Il ouvrit son application bancaire de nouveau. Sold 42 000 Holden. Il vérifia ses économies personnelles. Sold Zerd Bagiril. Il essaya d'appeler son CFO directement à la messagerie vocale. Il essaya d'appeler sa mère directement à la messagerie vocale. Il regarda le ciel. L'hélicoptère était parti depuis longtemps. Le jet privé était probablement déjà à mi-chemin de Paris ou de Barley ou partout où les milliardaires allaient rire des paysans. Il était Richard Sterling. Il était un visionnaire. Il était un titan de l'industrie. Et il n'avait pas assez d'argent pour un ticket de bus. Bien au-dessus des nuages à l'intérieur du Gulf Stream, l'atmosphère était calme. Clara Rara avait changé sa robe de cour pour un doux pull en cachemire et des leggings. Elle était recroquevillée dans le siège surdimensionné, un verre d'eau à la main. Sébastien était assis en face d'elle, révisant les dossiers d'acquisition. « Nous avons les actifs sécurisés, » dit Sébastien. « Selling Dynamax sera absorbé par Kintech. Nous dépouillerons la marque, licencierons le conseil et garderons l'équipe d'ingénierie. Ils éteignent la seule bonne partie de la compagnie de toute façon. »« Et la maison ?» Clara demanda. « Saisie. Nous la mettrons sur le marché le mois prochain. Les recettes iront à la charité de votre choix. »« L'abri pour femmes battues au centre-ville de Seattle, » dit Clara instantanément. « Nomme-le d'après lui. Le centre Richard Sterling pour les secondes chances, Sébastien gloussa. C'est merveilleusement mesquin.
J'adore ça. Il regarda sa nièce. Elle n'avait pas de l'air triomphante, elle avait l'air fatiguée. Es-tu heureuse, Clara Rara? Clara Rara regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant l'horizon et un or et violet. Je ne suis pas heureuse, oncle, dit-elle. C'était mon mari. Je l'ai aimé une fois. Ce n'est pas une victoire de réaliser que la personne à côté de qui tu as dormi était un monstre. C'est juste un soulagement. Que ferez-vous maintenant? Sébastien demanda. Retourner à l'entreprise familiale. Le siège au conseil est à vous si vous le voulez. Clara secoua la tête. Pas encore. J'ai passé 5 ans à jouer un rôle. J'ai oublié qui j'étais. J'ai besoin de retrouver Clara Kane. Et où ferez-vous cela? Clara sourit. Elle atteignit dans son sac et tira une brochure qu'elle avait ramassée des semaines auparavant, avant le divorce, avant la tempête. Il y a un vignoble en Tuscaniani, dit-elle. Il échoue. Mauvaise gestion, vin terrible, mais belle terre. Je l'ai acheté ce matin sous une société écran. Vous voulez cultiver des raisins? Sébastien leva un sourcil. Je veux construire quelque chose de réel, dit Clara. Quelque chose qui pousse de la terre vers le haut. Pas de mensonges, pas de prétentions, juste du travail. Tuscaniani, ça l'est, dit Sébastien, tapant sur l'interphone. Changement de pilote, bien sûr. Florence. Clara ferma les yeux. Pour la première fois en 5 ans, elle n'eut pas à s'inquiéter si sa robe était correcte, ou si elle riait aux bonnes blagues, ou si elle prenait trop de place. Elle prit une profonde inspiration. Elle était libre, mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Parce que dans le monde des cannes, les fils pendants n'étaient jamais laissés attachés. Et Richard Sterling était un fil pendant qui était sur le point de se défaire complètement 6 mois plus tard. Le soleil toscan était lourd et doux, sentant la terre chaude et les raisins mûrissants. Dans les collines ondulantes du Chianti, la villa de La Haye, villa de la Paix, avait subi une transformation. Les murs de pierre autrefois en ruine furent restaurés, les vignes envahies taillées en rangées nettes et productives. Carrara se tenait dans le vignoble portant des bottes de travail, un jean et une chemise en lin tachée de terre. Ses mains, autrefois manucurées à la perfection pour les dîners de gala, étaient plus rugueuses maintenant, calleuses à cause des sécateurs. Elle passa une main sur une grappe de raisins Sangiovese. Ils étaient un violet foncé, presque noirs et éclatants de jus. « Ils sont prêts, Señora », dit Marco, le vieux gérant du vignoble qui était venu avec la propriété. Il la regarda avec un respect sincère, non pas à cause de son argent. Il ne savait pas qu'elle était milliardaire, mais parce qu'elle était la première propriétaire en 50 ans qui se réveillait réellement à 5 heures du matin pour travailler les champs avec lui. « Nous récoltons demain à l'aube, Marco, » dit Clara, souriant. « Appelle le village. Nous aurons besoin de mains supplémentaires. Voyez, Señora. » Alors que Marco s'éloignait, un Range Rover noir remonta l'allée poussiéreuse bordée de cyprès. Clara le regarda approcher. Elle ne tressaillit pas. Elle savait qui c'était. Sébastien Kane sortit. Il ne portait pas son habituel costume 3 pièces. Il était en chino décontracté et un polo, l'air détendu. Il tenait une bouteille de vin dans une main et une épaisse enveloppe Manil dans l'autre. Le millésime 2018, Sébastien dit, lui tendant la bouteille des réserves familiales de Bordeaux. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'une boisson de célébration. » « Célébration? » Clara essuya ses mains sur un chiffon. « C'est fait? » Sébastien hocha la tête. Il plaça l'enveloppe sur la table extérieure rustique. « L'enquête fédérale est close, dit-il. La SEC a trouvé des preuves indéniables de détournement de fonds, d'évasion fiscale et de délit d'initié chez Sterling Dynamics. L'équipe de comptabilité forensique que vous avez engagée, ils n'ont pas manqué un seul sou. Et Richard, demanda Clara. Elle ne demanda pas avec malice. Elle demanda avec la curiosité distante que l'on pourrait avoir à propos d'une tempête qui était passée. Il a accepté un accord de plaidoyer, dit Sébastien, sortant une photo de l'enveloppe.
Clara Hara la regarda. C'était une photo paparazzi granuleuse prise à l'extérieur d'un palais de justice fédéral à Seattle. Richard avait l'air 20 ans plus vieux. Ses cheveux s'amincissaient, son visage était émacié. Il portait une combinaison orange, ses poignets menottés à sa taille. 5 ans de prison fédérale, expliqua Sébastien, suivi de 10 ans de probation. Il est interdit de servir en tant qu'administrateur de toute société publique à vie. Ses actifs furent liquidés pour payer les créanciers. Le penthouse, les voitures, la collection de montres, tout est parti. Et Jessica Sebastian sourit d'un air suffisant. Elle a témoigné contre lui en échange d'immunité. Elle a affirmé qu'elle était une victime de sa manipulation. Elle essaie actuellement de lancer une émission de télé-réalité sur le fait d'être une survivante. Elle a 0 téléspectateur. Clara Hara regarda la photo de Richard une dernière fois. Elle se souvint du jour où elle avait signé les papiers de divorce. L'arrogance, la cruauté, la façon dont il avait réduit toute son existence à un chèque de 50 000 $. Elle ne sentit rien. Pas de joie, pas de colère, juste un sentiment tranquille d'équilibre restauré. L'univers s'était corrigé. Elle glissa la photo de nouveau dans l'enveloppe. « Brûle-la », dit-elle. Sébastien alluma une allumette. Ils regardèrent l'enveloppe prendre feu dans le foyer en pierre, les flammes s'enroulant autour de l'image de Richard Sterling, jusqu'à ce qu'il ne soit rien d'autre que des cendres emportées par la brise toscane. « Il y a une dernière chose, dit Sébastien, son ton changeant. Une lettre, il l'a écrite de sa cellule de détention. Il a supplié son avocat de vous la faire parvenir. » Il tendait un morceau de papier ligné-plié. Clara Hara hésita, puis elle la prit. Elle déplia le papier rugueux bon marché. L'écriture était tremblante, désespérée. « Clara Hara, je sais que tu ne liras probablement pas ceci. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je dois demander, pourquoi toi avais des milliards? Tu aurais pu me quitter il y a des années. Tu aurais pu m'écraser le jour où nous nous sommes rencontrés. Pourquoi es-tu resté? Pourquoi as-tu prétendu être rien? Je m'assois ici chaque nuit à y penser. Je t'ai traité comme si tu avais de la chance d'être avec moi. Mais tout le temps, tu étais celle qui tenait le ciel. J'étais le roi d'un château de carton et je ne le savais même pas. Si j'avais juste su qui tu étais vraiment, j'aurais été différent. » Ah! Clara Hara lut les mots 2 fois. Si j'avais su qui tu étais vraiment, j'aurais été différent. Elle rit doucement, un son triste et final. C'est exactement pourquoi je l'ai quitté, elle murmura. Que dit-il? Sébastien demanda. Il dit qu'il m'aurait aimé s'il avait su que j'étais riche, dit Clara Hara, froissant la lettre. Il ne comprend toujours pas. Il pense que la valeur vient d'un compte bancaire. Il pense que le pouvoir vient d'un nom. Elle jeta la boule de papier froissée dans les braises mourantes du feu. Il ne m'a jamais vu, dit Clara Hara, regardant son vignoble, où les raisins étaient lourds et doux, cultivés par son propre dur travail, pas son héritage. Il ne voyait que le reflet de ce qu'il voulait voir, un accessoire, un fan, une victime. Elle se tourna vers Sébastien, ses yeux bleus brillants et féroces. « Je ne suis plus Clara Hara Sterling. Je ne suis même plus juste Clara Hara Kine. Je suis juste Clara Hara. » « Et Clara Hara, dit Sébastien, versant 2 verres de vin et une récolte à diriger. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la Tuscaniani dans un éclat d'or. Clara Hara était déjà dans les champs, ses cisailles cliquetant rythmiquement. Elle ne portait pas de diamants. Elle ne volait pas dans un jet privé. Elle transpirait d'immédiat avec Marco, ses mains tachées de violet par le jus des raisins. Elle construisait quelque chose de réel. Loin dans une cellule froide en béton, Richard Sterling était assis sur un lit en métal. Les lumières bourdonnaient au-dessus. Il fixa le mur vide, attendant un futur qui ne viendrait jamais. Il avait voulu le monde, mais dans son avidité de le posséder, il avait jeté la seule chose en lui qui était vraiment réelle. Il avait accepté le divorce avec tout, et il avait atterri avec rien. Et c'est l'histoire de Clara Hara et Richard. C'est un rappel brutal que dans la vie,
La personne la plus silencieuse de la pièce est souvent la plus puissante. Richard mesurait sa valeur en dollars et oublia que le caractère est la seule monnaie qui compte. Il prit le silence de Clara pour de la soumission et sa gentillesse pour de la faiblesse. Au moment où il réalisa son erreur, le jet avait déjà décollé. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de vengeance et de récupération de son pouvoir, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Richard méritait son destin, que Clara était-elle trop dure? Je lis chaque commentaire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.